quand ça arrive au niveau des feuilles. Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les filles ne trompaient pas. Bonjour, chers téléspectateurs, chers élèves. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter une leçon d'histoire pour la classe de terminale. Cette leçon porte sur le chapitre 3, plus précisément la décolonisation de l'Afrique, et nous allons aborder la 4e leçon de ce chapitre qui est intitulée la décolonisation du Burkina Faso. Chapitre 3, la décolonisation de l'Afrique. Et nous allons voir donc la leçon 4. La décolonisation du Burkina Faso, ex-Haute-Volta. Tout d'abord, nous allons commencer par l'introduction. On peut retenir en guise d'introduction que le Burkina Faso, avant l'arrivée des colonisateurs, était constitué de plusieurs territoires. Parmi ces territoires-là, on peut citer plusieurs royaumes, dont le royaume Mossi de Ouagadougou, le royaume Mossi de Tinkodogo, le royaume Mossi du Yatenga, mais aussi le royaume de Guirico, qui était dans la région ouest, la région donc de Bobo-Dioulasso. En dehors de ça, on avait également des États Peuls, des Émirats Peuls, des Émirats Peuls tels que le Liptako, le Djelgoji, qui étaient donc dans la région nord du pays, pour ne citer que ces territoires. Bien. Suite à la conquête coloniale, à la fin du 19e siècle, ces territoires vont faire objet donc d'occupation par la France. La France va occuper ces territoires de 1894 à 1898. Et la France va faire de ces territoires, dans un premier temps, des territoires militaires. Territoire militaire de 1896 à 1904. Ensuite, la France va inclure ces territoires au sein donc de la colonie du Haut-Sénégal-Niger. Et cela de 1904
jusqu'à 1919. Il a fallu attendre le 1er mars 1919 pour voir une colonie à part entière qui a été créée du nom donc de Haute-Volta. Donc la colonie de Haute-Volta. Créée donc le 1er mars 1919. Cependant, les populations ne vont pas se plaire de cette situation de colonisation. Ils vont se battre pour pouvoir accéder donc à l'indépendance. Et dans ce processus, plusieurs facteurs vont favoriser la marche vers l'indépendance et plusieurs luttes également seront engagées par les populations. Et donc, dans la suite de notre développement, nous allons axer donc nos propos sur deux principales parties. D'abord, nous allons évoquer les causes de la décolonisation du Burkina Faso et ensuite nous verrons les formes de lutte pour la décolonisation du Burkina Faso. D'abord, voyons les causes. Voyons donc les causes de la décolonisation du Burkina Faso ex-Haute-Volta. Il faut dire que plusieurs facteurs vont favoriser la décolonisation du Burkina Faso et ces facteurs-là se regroupent en des facteurs internes et des facteurs externes. Dans un premier temps, nous allons aborder les facteurs internes, plutôt les causes internes. Les causes internes de la décolonisation du Burkina Faso sont multiples. Parmi ces causes, nous pouvons citer le rôle joué par les chefs traditionnels. On peut évoquer le rôle joué par l'Église catholique. On peut évoquer le rôle joué par les intellectuels, etc. Voyons d'abord le rôle joué par les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels du Burkina Faso ont joué un rôle d'interlocuteur auprès du colon pour clamer plus d'égards envers leur peuple. C'est ainsi qu'ils ont plaidé contre les pratiques, contre les abus de la colonisation, notamment ils ont plaidé pour un allègement et même une suppression des travaux forcés, mais aussi de l'impôt de capitation, etc. Ils ont également plaidé pour une meilleure considération de leurs valeurs culturelles qui étaient souvent méprisées par l'administration coloniale. Il faut reconnaître aussi que les chefs traditionnels ont joué souvent un rôle politique, dans ce sens qu'ils ont été des acteurs de la décolonisation en créant, par exemple, des partis politiques. C'est le cas donc du parti l'Union
de défense des intérêts de la Haute-Volta. Ce parti politique a été créé par le Moro Naba Saga de pour clamer beaucoup plus de justice sociale, beaucoup plus donc de considération envers donc le peuple voltaïque. Il faut dire également que les chefs traditionnels ont également envoyé, généralement, ont envoyé beaucoup de requêtes à l'administration coloniale pour notamment exiger la reconstitution de la colonie de Haute-Volta. Comme autre cause interne de la décolonisation du Burkina Faso, on peut évoquer les abus de l'administration coloniale. En termes d'abus, on peut évoquer d'abord les travaux forcés. L'exploitation de la colonie de Haute-Volta soumettait les populations à de rudes travaux. Les populations étaient corvéables à merci. Les populations étaient beaucoup utilisées sur les chantiers de construction d'infrastructures, les routes, le chemin de fer et les ponts, etc. Mais aussi, ils étaient utilisés dans les plantations, surtout dans la colonie voisine, la Côte d'Ivoire. Et ces travaux forcés infligeaient des conditions de vie très difficiles donc, aux populations. Et donc cela va les pousser donc à vouloir se révolter pour obtenir donc leur liberté. Autre abus, on peut évoquer l'impôt de capitation. Cet impôt, c'était un impôt, l'impôt par tête d'habitants. Chaque chef de famille était tenu de payer, de prélever cet impôt pour tous les membres de toutes les personnes qui étaient à sa charge. Et cela n'était pas toujours facile et occasionnait souvent des sévices corporels de l'administration coloniale pour ceux qui n'arrivaient pas à s'acquitter de ces impôts. Chose également qui va pousser les populations donc à la révolte. Comme autre abus, on peut évoquer les recrutements militaires. De gré ou de force, les populations donc étaient amenées à partir sur différents théâtres de bataille pour notamment défendre les intérêts de la métropole. C'est ainsi que près de 30 000 Burkinabés ont été réquisitionnés pour la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ce sont près de
30 000 voltaïques, 30 000 soldats donc, qui seront recrutés au Burkina Faso. Et ces recrutements-là, bien sûr, laissaient les populations, notamment les familles, sans leur chef et souvent sans bras valides pour prendre en charge donc, la famille. Et cela occasionnait également de nombreux problèmes, notamment des problèmes alimentaires. Bien. Donc c'est autant donc d'abus qui vont jouer, que l'administration donc coloniale va mener et qui va inciter les populations voltaïques à la révolte. On peut évoluer en évoquant comme autre cause interne de la décolonisation du Burkina Faso le rôle de l'Église catholique. L'Église catholique qui est arrivée très tôt, qui s'est installée très tôt au Burkina Faso, au même moment que le colonisateur, avait en charge donc le développement de l'enseignement. C'est ainsi que l'Église catholique va contribuer à forger une élite qui sera à même plus tard d'occuper les postes de responsabilité publique. Ça, c'est un premier élément. Donc, l'Église catholique donc, a forgé une élite. Une élite catholique qui va contribuer donc à occuper les postes de responsabilité publique. Ensuite, il faut reconnaître que l'Église catholique va également dénoncer les abus donc, de l'administration coloniale. Parce que la colonisation, dans ses agissements, allait à l'encontre des valeurs prônées par l'Église catholique. Et l'Église catholique va soutenir, va plaider pour la cause donc, des colonisés. Donc, en dehors donc, du rôle joué par l'Église catholique, voyons le rôle joué par les partis politiques et les syndicats. Le rôle des partis politiques et des syndicats. Il faut rappeler que le Burkina Faso a connu la formation de plusieurs partis politiques, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces partis politiques, on peut citer, par exemple, le RDA, donc on peut citer le RDA, qui est le Rassemblement démocratique africain, qui avait pour leader Ouézin Coulibaly. Le parti a été créé, bien sûr, en 1946. Ensuite, on peut évoquer le mouvement populaire africain, créé en 1954. Qui avait comme leader Nazi Boni. On avait déjà évoqué le parti qui avait été créé donc par le Moro Naba Saga, qui est l'Union pour la défense des intérêts de la
Haute-Volta, créé en 1945, et qui va se muter, qui va devenir par la suite donc l'Union voltaïque en 1946. Donc, il y a eu plusieurs autres partis politiques, mais on va se contenter de ces partis. Et les partis politiques ont joué le rôle de conscientisation donc, de la population. Ils ont, à travers des meetings, des conférences, à travers des écrits, ils ont beaucoup participé à l'éveil de conscience donc, des populations. Ensuite, on va parler donc du rôle des syndicats. Le rôle des syndicats. Le Burkina Faso a connu une activité syndicale assez forte, notamment dans la région ouest du pays, dans la ville de Bobo, on avait beaucoup de syndicats. C'est le cas, par exemple, de l'Union des syndicats de Bobo. L'Union des syndicats de Bobo, qui a beaucoup œuvré contre le travail forcé, mais aussi pour améliorer les conditions donc, de travail des populations, pour que les populations pour que le droit des travailleurs soit respecté. En plus du rôle des partis politiques et des syndicats, nous allons évoquer comme cause de la décolonisation, comme cause interne de la décolonisation du Burkina Faso, le rôle des intellectuels. La colonie de Haute-Volta comptait de nombreux intellectuels qui ont fréquenté, comme on l'avait dit tantôt, les écoles catholiques, mais beaucoup avaient eu aussi la chance d'aller faire des études à l'extérieur, notamment en Europe. Ces intellectuels vont beaucoup œuvrer à la conscientisation des populations. Parce que eux, étant allés à l'école du blanc, ils ont découvert de nombreuses valeurs et ils vont partager ces valeurs, notamment les valeurs d'égalité, les valeurs de justice, de fraternité, de liberté. Ils vont partager ces valeurs-là avec leurs concitoyens. Et donc, ils vont travailler à conscientiser les masses en créant souvent des partis politiques. Mais aussi, les intellectuels vont œuvrer beaucoup dans les négociations qui vont conduire le pays vers son indépendance. Ils vont jouer un rôle très important à ce niveau. Également, on peut noter le fait que les intellectuels ont représenté la colonie de Haute-Volta dans les instances, notamment le Parlement français. Et à ce niveau, ils ont beaucoup défendu les intérêts des voltaïques. Donc, comme intellectuel, on peut donner on peut citer quelques exemples, tels que Philippe Zenda Kabouré, qui a eu à représenter le Burkina Faso au Parlement français, et dont vous avez un grand lycée qui porte son nom. On peut évoquer également Henri Bissou, qui a eu également à représenter le Burkina Faso au Parlement français. On peut évoquer Nazi Boni,
Maurice Yamero et j'en passe. Enfin, comme cause interne de la décolonisation du Burkina Faso, nous allons évoquer le rôle des anciens combattants. Le rôle des anciens combattants. Les anciens combattants, de par les expériences qu'ils ont acquises, notamment lors des guerres, les deux guerres mondiales, la guerre d'Indochine, la guerre en Algérie, étaient armés de suffisamment donc, de connaissances et d'expérience pour aider leurs concitoyens dans leur éveil de conscience. C'est ainsi que ces anciens combattants vont beaucoup participer au recul, à la destruction du mythe du blanc invincible. Ayant côtoyé le blanc dans sa réalité, ils vont donc démystifier le blanc auprès donc de leurs concitoyens. Et donc, cela va donner du courage aux voltaïques de résister, de faire face donc à l'administration coloniale. Il faut évoquer également le rôle que certains anciens combattants ont joué sur l'échiquier politique, notamment, on peut citer Youssoufou Joseph Konombo, qui était un ancien combattant, qui a été un acteur très important de la décolonisation donc, du Burkina Faso. Donc, Youssoufou Joseph Konombo. Bien, donc telles sont les causes internes qui ont favorisé la décolonisation du Burkina Faso. Nous allons maintenant voir quelles ont été les causes externes de la décolonisation du Burkina Faso. Petit 2, les causes externes de la décolonisation du Burkina Faso. Donc, comme cause externe de la décolonisation du Burkina Faso, nous pouvons évoquer l'impact des guerres mondiales. Les deux guerres mondiales ont contribué à la chute du mythe du blanc invincible. Ces deux guerres ont montré aux yeux des colonisés le vrai visage des Blancs. Et donc, cela va les amener à se battre, parce que n'ayant plus peur donc, du Blanc. Mais aussi, la Seconde Guerre mondiale va affaiblir la métropole, la France, qui ne va plus pouvoir gérer avec la même rigueur ses colonies. Et donc cet assouplissement-là va favoriser donc l'éveil des mouvements d'émancipation. Comme autre cause externe de la décolonisation du Burkina Faso, on peut évoquer l'influence de la guerre d'Indochine et celle de l'Algérie. Ces deux guerres ont opposé les colonisés à leurs maîtres, leurs colonisateurs. Et les colonisés ont pu tenir tête à leurs colonisateurs. Et donc, cela va servir d'exemple à la colonie du Burkina Faso pour sa lutte d'indépendance. Parce que, se disant que si les colonisés ailleurs ont pu faire face, ont pu braver donc le colonisateur, pourquoi pas eux également. Et ces deux guerres-là
vont pousser les voltaïques à se lancer davantage dans la lutte pour leur émancipation. Il faut également noter que ces deux guerres ont poussé la France à assouplir beaucoup sa politique coloniale pour éviter justement de subir le même sort qu'elle a eu à subir dans ces zones. Et cela va profiter également au Burkina Faso. Et enfin, nous allons citer d'autres causes externes de la décolonisation du Burkina Faso. C'est des causes donc que vous avez déjà eu à voir au niveau donc des leçons passées. Donc nous allons les évoquer essentiellement. Les autres causes externes. La décolonisation du Burkina Faso a été favorisée par les actions de l'ONU, notamment les principes de l'ONU qui sont pour le respect des droits de l'homme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. L'ONU donc va soutenir les peuples colonisés, un soutien moral qui va favoriser la décolonisation. Ensuite, nous pouvons évoquer le rôle de la conférence de Bandung de 1955, qui a condamné donc le colonialisme et qui a encouragé les peuples colonisés dans leur lutte vers l'indépendance. Enfin, on peut ajouter la suppression de la colonie de Haute-Volta par la France, qui a développé le sentiment nationaliste chez les voltaïques et qui va les inciter à se lancer dans la lutte pour l'émancipation. Donc c'est autant de causes qui ont également favorisé la décolonisation du Burkina Faso. Donc après l'analyse des causes de la décolonisation du Burkina Faso, nous allons voir les formes de lutte pour la décolonisation. Il faut retenir que, à l'instar des colonies de l'Afrique occidentale française, le Burkina Faso a connu une décolonisation dans l'ensemble pacifique. Une décolonisation dans l'ensemble pacifique, ponctuée néanmoins de quelques révoltes locales. C'est ainsi donc que nous allons évoquer trois principales formes de lutte qui ont permis au pays d'accéder à l'indépendance. Nous allons parler des révoltes locales. Ensuite, nous allons évoquer les revendications des chefs de la chefferie traditionnelle. Et enfin, nous allons voir les réformes dans le cadre de la décolonisation de l'Afrique noire française. D'abord, quelles ont été les révoltes locales? Bien, plusieurs populations ont contesté l'ordre colonial au Burkina Faso depuis son occupation par la France. Comme révolte, on peut évoquer la révolte des Toussiens dans la région de Bobo-Dioulasso. Révolte qui a eu donc lieu de 1913 à 1914. Et cette révolte a été très sévèrement réprimée par le commandant de cercle de l'époque. Et pour ça, il avait eu le titre de Tassouman, ça veut dire feu. Ensuite, comme autre révolte, on peut évoquer la révolte des Touaregs.
la révolte des Touaregs dans le Sahel en 1914. Enfin, on peut souligner la révolte de plusieurs populations de la région de la boucle du Moumoun de 1915 à 1916. Par exemple, les Markas, les Dafins, les Sans, qui se sont révoltés particulièrement contre les recrutements forcés, les recrutements militaires. Ces révoltes ont conduit à la formation donc, de la colonie de Haute-Volta le 1er mars 1919. Passons aux revendications de la chefferie traditionnelle. Les chefs traditionnels, se basant sur plusieurs raisons, se sont lancés dans une lutte, notamment pour la reconstitution de la colonie de Haute-Volta, mais aussi pour une meilleure représentativité de la colonie. Et pour cela, plusieurs arguments ont été utilisés pour plaider leur cause. Parmi ces arguments, on peut évoquer le mécontentement général des chefs traditionnels qui se traduisait notamment par la perte de leur identité culturelle, de leur identité territoriale. Donc, à l'unanimité, on avait un mécontentement général des chefs traditionnels. Ensuite, il y a la fidélité et le loyalisme que la colonie de Haute-Volta a fait montre. Donc, à la France, notamment la participation humaine et économique aux deux guerres mondiales. Donc, la Haute-Volta faisait partie donc des colonies qui ont envoyé le plus de tirailleurs donc, pour aider la France. Mais aussi, les chefs traditionnels évoquent les énormes sacrifices consentis en faveur des pays voisins. Notamment, la construction du chemin de fer, Abidjan jusqu'à Ouaga, qui a mobilisé beaucoup les Burkinabés. Nous avons l'exploitation agricole, donc au niveau donc, de l'office du Niger, qui a également mobilisé beaucoup les voltaïques. Enfin, nous avons la division des familles, suite donc à la suppression de la colonie de Haute-Volta et sa partition aux colonies voisines. Donc, autant de raisons qui vont amener les chefs traditionnels à engager des actions pour la reconstitution de la Haute-Volta. Parmi ces actions, on peut évoquer la création par le Moro Naba Saga d'un parti politique pour revendiquer plus de justice sociale, économique et de droits politiques. Il s'agit donc du parti qu'on avait évoqué plus haut, l'Union de défense des intérêts de la Haute-Volta, qui a été créé donc en 1945 par le Moro Naba Saga II. Comme autre action, nous avons les lettres que les chefs traditionnels ont rédigées et adressées aux administrateurs coloniaux pour exprimer leur mécontentement. On peut citer la lettre qui a été envoyée au ministre français d'Outre-mer, donc la lettre envoyée au ministre français. En juillet 1946. On peut évoquer
les déplacements que les Moro-Naba ont eu à effectuer pour rencontrer le président français. Le Moro-Naba Saga s'est déplacé à Niamey pour rencontrer le président français qui était de passage, mais aussi le Yatenga Naba Tigré s'est déplacé à Bamako pour rencontrer le président français Vincent Auriol, pour notamment montrer leur mécontentement et exiger la reconstitution de la colonie de Haute-Volta. Et c'est à ces rencontres-là que la France, le président français, va donner la promesse de la reconstitution de la colonie de Haute-Volta, qui sera une réalité le 4 septembre 1947. Ceci dit, voyons là la dernière lutte qui a été engagée pour l'accession à l'indépendance. Il s'agit des réformes progressives dans le cadre de la décolonisation de l'Afrique noire française. Bien, il faut savoir donc que la mise en œuvre des réformes progressives dans le cadre de la décolonisation de l'Afrique noire française a beaucoup contribué à l'évolution de la colonie de la Haute-Volta. D'abord, nous allons voir la Haute-Volta et l'Union française. En 1946, la France a adopté une nouvelle constitution en association avec ses colonies. Et c'est ainsi que cette constitution va contribuer à faire évoluer un tant soit peu les choses dans les colonies. Ainsi, la Haute-Volta va effectivement adhérer à l'Union française, juste après sa reconstitution en 1947. Et on va assister à deux faits majeurs que cette constitution de l'Union française va permettre comme avancée à la colonie de Haute-Volta. Nous avons la constitution du Conseil général de Haute-Volta. En effet, la Constitution de 1946 va permettre à chaque colonie de désigner un certain nombre donc, de conseillers au niveau donc, des grandes régions. Pour la colonie de Haute-Volta, c'était l'Afrique occidentale française à Dakar. C'est ainsi que les voltaïques vont élire donc des conseillers, notamment 40 conseillers, C'était donc le 30 mai 1948. Donc, 40 conseillers pour représenter les intérêts donc, du Burkina Faso à Dakar. Ça, c'est une évolution. Ensuite, l'Union française va consacrer également la désignation de députés pour la colonie de Haute-Volta au
au niveau donc du Parlement français. Donc, représentation au Parlement français. 3 députés seront élus au Burkina Faso pour siéger donc, à Paris au niveau donc, du Parlement français. Il faut rappeler qu'avant, le Burkina Faso était représenté par la Côte d'Ivoire, notamment Houphouët-Boigny, qui représentait le Burkina Faso au niveau donc, du Parlement français. Et cette fois-ci, la loi de l'Union française va permettre au Burkina Faso de désigner jusqu'à 3 députés donc, au niveau du Parlement français. Et ces députés seront élus le 27 juin 1948. Et ces 3 députés, c'était Henri Guissou, Mamadou Ouédraogo et Nazib Boni. Donc ces 3 députés vont représenter le Burkina Faso au Parlement français. Ensuite, nous allons évoquer un autre niveau donc de réforme. Il s'agit du Burkina Faso et la loi cadre. La loi cadre de 1956. La loi cadre de 1956 va favoriser la décentralisation dans la gestion donc, des colonies. À travers notamment la mise en place d'assemblées territoriales, mais aussi la mise en place de gouvernements. Et ça, c'est vraiment des avancées au niveau donc, de la colonie de Haute-Volta. Donc, nous avons comme premier acte la mise en place de l'Assemblée territoriale. Euh, 70 députés sont élus au niveau donc de l'Assemblée territoriale le 31 mars 1957. Donc 70 sièges donc, au niveau donc de l'Assemblée territoriale. Et l'Assemblée territoriale va désigner Yalgado Ouédraogo comme président. Donc l'Assemblée territoriale devait permettre donc aux voltaïques de désigner les lois qui allaient les régir. Donc c'est vraiment une décentralisation. Au lieu que les choses soient votées au niveau de Dakar, la colonie de Haute-Volta va pouvoir adopter directement ses propres décisions. Ensuite, nous avons la mise en place du Conseil de gouvernement. Après sa constitution, aussitôt, l'Assemblée générale désigne 12 personnes qui vont constituer le premier gouvernement donc, du Burkina Faso. Donc 12, c'était comme des ministres, donc 12 membres. Et l'Assemblée, le Conseil de gouvernement aura comme président le gouverneur de la colonie, qui était à l'époque Yvon Bourges. Donc, le Conseil de gouvernement de 12 membres va avoir comme président
le français Yvon Bourges, et comme vice-président, Daniel Ouezin Koulibaly. Bien. Donc, un conseil de gouvernement qui est chargé donc de se pencher donc, sur le développement du pays, toutes les questions économiques, les questions de développement social, etc. Donc, tout ce qui concerne le développement à l'intérieur donc, de la colonie. Ensuite, toujours dans le cadre des réformes, dans le cadre de la décolonisation de l'Afrique noire française, donc, nous allons parler donc, du Burkina Faso et la communauté française. Bien. En septembre 1958, la France propose à ses colonies de se prononcer à travers un référendum sur une nouvelle constitution. Si les colonies veulent prendre tout de suite leur indépendance ou si elles veulent continuer à évoluer dans le cadre français pour que cette nouvelle constitution s'applique sur elle. C'est ainsi que le Burkina Faso, la colonie de Haute-Volta, le Burkina Faso, va voter oui pour rester dans le cadre français et va adhérer donc à la communauté française. Les votes, il faut reconnaître que 90%, plus de 90% des suffrages étaient pour le oui. Plus de 90% de oui pour la communauté française. Et cela devait amener le pays à se prendre réellement à charge sur le plan national, c'est-à-dire l'autonomie interne. Mais auparavant, on va assister à une tentative de la part donc, du Moro Naba d'instaurer une monarchie constitutionnelle. Parce que le Moro Naba avait peur que la Haute-Volta n'intègre une fédération. N'intègre une fédération où, en fait, ils vont perdre leur identité. Donc, le Moro Naba Kougri, donc, décide en fait de faire échec à la République et de proposer une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire un État qui a un régime qui est dirigé par un monarque, c'est-à-dire un roi, mais qui a des pouvoirs limités. Voilà. Et il faut reconnaître donc que cela ne va pas être une réussite. Le Moro Naba avait envoyé le 17 octobre 1958, envoyé donc ses troupes encercler l'Assemblée nationale pour forcer donc à obtenir donc cette monarchie constitutionnelle. Mais l'armée française va intervenir et disperser ses troupes. Voilà. Et c'est ainsi que le Burkina Faso pourra acheminer vers la
proclamation de la République. Bien. Et la proclamation de la République va intervenir après, bien sûr, le décès de Wesen Coulibaly, qui est décédé le 7 septembre 1958. Hein, et il sera remplacé par le ministre de l'Intérieur, qui était Maurice Yamego. Et c'est Maurice Yamego qui va proclamer la République de Haute-Volta le 11 décembre 1958. Donc, à présent, nous allons aborder la dernière étape dans le processus des réformes vers l'indépendance. Il s'agit de la marche vers l'indépendance. 3 actes seront mentionnés dans cette marche vers l'indépendance. Nous avons d'abord l'adhésion du Burkina Faso à la Fédération du Mali, suivie de son retrait. Ensuite, nous avons l'adhésion au Conseil de l'Entente et enfin la proclamation de l'indépendance. Donc d'abord, l'adhésion et le retrait de la Fédération du Mali. Le Burkina Faso a pris part à l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali et a même ratifié la constitution de la Fédération du Mali. La ratification donc a intervenu le 28 janvier 1959. Mais à la grande surprise de tous, le pays fait volte-face pour se retirer de cette fédération. Et il faut reconnaître que 2 raisons peuvent expliquer ce volte-face-là, cette volte-face. D'abord, c'est le poids de la chefferie traditionnelle qui a pu influencer donc le président de l'époque, Maurice Yamego, qui a opté pour le retrait parce que, voyant que le retrait, l'entrée du Burkina Faso dans cette fédération allait occasionner la disparition plutôt de l'identité même des Mossi. L'intégrité territoriale allait disparaître d'une manière ou d'une autre. Donc, le président va faire volte-face à cause de cette première raison. Mais une deuxième raison, c'est lié aux manœuvres de la France, par l'intermédiaire donc du Félix Houphouët-Boigny, qui était contre l'idée donc de fédération et donc qui a poussé Boris Yamego à reculer pour se retirer donc de cette fédération. Et le pays, le Burkina Faso, a adopté une nouvelle constitution le 15 mars 1959 qui consacrait en même temps son retrait de la Fédération du Mali. Ensuite, nous allons parler donc de l'adhésion au Conseil de l'Entente. Juste après son retrait donc de la Fédération du Mali, le Burkina Faso adhère au Conseil de l'Entente, créé par Houphouët-Boigny, pour empêcher un certain nombre de pays d'aller vers la Fédération du Mali. Le Conseil de l'Entente va ainsi regrouper, outre le Burkina Faso, le Dahomey, l'actuel Bénin,
le Niger, plus la Côte d'Ivoire. Donc 4 pays qui seront membres donc, du Conseil de l'Entente, créé donc en mai 1959. Enfin, la dernière étape de la marche vers l'indépendance, c'est la proclamation de l'indépendance. La proclamation de l'indépendance du Burkina Faso intervient après 2 actes majeurs. Le premier acte, c'est l'amendement qui a été apporté à la Constitution française. L'amendement qui a été notamment opéré le 4 juin 1959 va autoriser les États de la communauté française là à opter pour l'indépendance tout en restant dans la communauté. Oui. Donc ce premier acte va favoriser vraiment la marche vers l'indépendance. Et le deuxième acte, ça va être les transferts de compétences de la communauté française au Burkina Faso. Oui. Et cela, on va assister à des accords qui seront signés le 11 juillet. Le 11 juillet, les accords seront signés à Paris entre le président Maurice Yamégo et le ministre de l'Intérieur français de l'époque, Michel Debré. Et donc, ces transferts de compétences laissaient libre cours maintenant au Burkina Faso d'accéder à l'indépendance. Et la proclamation de l'indépendance sera ainsi faite le 5 août 1900. Le 5 août 1960 par Maurice Yamégo. Donc voilà ce qu'on pouvait dire des réformes progressives dans le cadre donc, de la décolonisation de l'Afrique noire française qui ont beaucoup contribué à la marche vers l'indépendance donc, du Burkina Faso. Donc ceci dit, nous sommes au terme donc des 2 principaux points que nous avons abordés, les causes de la décolonisation du Burkina Faso, mais aussi les formes de lutte pour la décolonisation du Burkina Faso. Qu'est-ce que nous pouvons retenir donc en guise de conclusion? Comme conclusion, on peut retenir que la décolonisation du Burkina Faso ne s'est pas opérée en dehors du contexte de celle des colonies de l'Afrique noire française. La décolonisation du Burkina Faso a beaucoup épousé la décolonisation de l'Afrique noire française. Même si il faut reconnaître que dans un premier temps, il a fallu d'abord au Burkina Faso de lutter pour sa reconstitution. Donc ça a été une première marche quand même, une première étape vers sa décolonisation. Et également, il faut retenir que les populations ont été encouragées dans ces luttes vers l'indépendance par à la fois donc des causes internes, mais aussi des causes externes. Maintenant, une fois l'indépendance acquise, peut-on augurer des lendemains qui attendent le pays? Est-ce que l'après-indépendance va connaître une évolution plus stable que la période coloniale que le pays a connue? C'est une interrogation donc qu'on peut se poser et les prochaines leçons vont certainement nous apporter des solutions.
Donc, ceci dit, nous sommes au terme donc, de la présentation de notre leçon. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Et se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Quand ça arrive au niveau des feuilles, Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne trompent pas.